Note, ceci est la suite d'une vidéo que j'ai faite en 2023. Il n'y a pas besoin de la voir pour la comprendre, c'est juste pour préciser. Sur ce, mêlée. Ah, quel jeu! Développé à la va-vite, mais pourtant majeur pour l'histoire de Smash Bros. Avec l'introduction de modes de jeu iconiques et l'aspect musée de Nintendo, un gameplay effréné et unique, en partie dû à sa finition précipitée, et qui continue pourtant à vivre via les tournois, donnant naissance à un des premiers pans pénibles de la fanbase, mais ça c'est une autre histoire. Mais aussi de nouveaux combattants. Et comme ceux du premier Smash Bros, ils n'ont pas tous bien vieilli. Je dirais même que dans l'ensemble, ce sont eux qui ont pris le plus gros coup de vieux, que ce soit en termes de gameplay ou de qui a été choisi pour intégrer Smash. Mais bon, traitons-les comme il se doit. Voyons quelle chose je changerais chez les combattants introduits dans Super Smash Bros. Melee. Commençons avec la princesse du royaume champignon et la plus connue du jeu vidéo, Peach. Son moveset reprend beaucoup d'attaques de Mario et Luigi en leur donnant un style plus féminin et élégant. En plus de ça, nous avons également un Toad, un de ses fidèles sujets qui l'aide à combattre, certaines mécaniques de gameplay reprises de Super Mario Bros 2, la version américaine du moins, et quelques références issues des spin-offs, dont entre autres les Mario Sport et Super Mario RPG. Tout cela donne un moveset qui, bien que fonctionnel, est un peu vieillot. Et justement, depuis Melee, elle a eu quelques petits moments notables pour se démarquer. Peu commun, mais tout de même. Cette année même est sorti Princess Peach Showtime, son premier jeu depuis Super Princess Peach en 2006. Je pense que quelques petites mises à jour à son moveset ne seraient pas de refus. Voyons cela ensemble, voulez-vous ? Commençons avec sa présentation, et il se trouve que Princess Peach Showtime pourrait en changer plusieurs aspects. En effet, la mécanique de gameplay principale du jeu, les transformations, ainsi que les robes aux motifs variés que l'on peut acheter dans le jeu, pourraient servir de référence pour changer ses skins. Et on pourrait donner à ces robes les plusieurs motifs qu'elle a dans ce jeu. Et comme avec Mario, je propose que deux des transformations de Showtime servent de costume alternatif à Peach. D'abord Peach Détective, avec une coupe plus basse, afin d'être raccord avec la mécanique du saut flottant, et Peach Sirène. Bien qu'à la place d'une queue de poisson, elle aurait un paréo en référence à sa tenue dans les niveaux aquatiques de Super Mario Odyssey. Un paréo avec le motif de la robe sirène spéciale de Princess Peach Showtime. Ah oui aussi, peu importe la transformation, Peach garde toujours sa couronne sur la tête. Elle en a besoin pour son attaque aérienne avant, on ne peut pas s'en débarrasser. En outre, on pourrait également essayer d'intégrer dans ses costumes sa coiffure en queue de cheval, qu'elle arbore à la fois dans les Mario Sport et dans Showtime. Et en outre, je voudrais également changer la couleur du ruban que l'on voit dans son attaque Smash O, le faire passer du rose au turquoise, car ce n'est plus un simple ruban, c'est Stella, son allié dans Princess Peach Showtime qui lui permet d'interagir avec l'environnement grâce à un ruban magique. On pourrait même pousser le vice plus loin en incluant Stella dans les animations de Peach, que ce soit au repos ou dans ses provoques. Maintenant, les changements de gameplay que Showtime m'a inspiré. Déjà, un nouveau coup final pour son direct inspiré par les coups de pied qu'elle donne en Peach Kung Fu, ainsi qu'une nouvelle attaque aérienne neutre inspirée par la pirouette tournoyante au sol de Peach patineuse. Et un autre changement à une de ses attaques normales qui ici n'a rien à voir avec Showtime, je veux reconvertir Peach Bombardier, son attaque spéciale côté actuel, en sa nouvelle attaque rapide, histoire d'avoir quelque chose de plus intéressant pour son attaque spéciale côté. J'ai également des idées de nouveaux lancers, mais au préalable, j'aimerais parler de Toad. D'un côté, j'ai envie et j'approuve l'idée d'avoir un Toad jouable, de l'autre, je n'ai pas envie de totalement abandonner l'inclusion d'un Toad dans le moveset de Peach. On pourrait par exemple avoir Capitaine Toad jouable et on aurait Papy Champi pour aider Peach. Oui, je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu Papy Champi dans des jeux Mario inédits, mais c'est tout à fait le genre de Smash de faire de la nécromancie. Mais donc dans tous ces changements, le Toad assistant serait toujours là pour faire le pummel, ainsi que le lancer avant et le lancer bas. Cela dit, seul le lancer bas est totalement inchangé par rapport à ce qu'il est actuellement. Ainsi, je propose un nouveau lancer avant, mais qui inclut toujours un Toad. Et il s'agit de l'actuelle attaque spéciale neutre que j'ai reconvertie. Il l'enverrait voler l'adversaire dans un nuage de sport. En outre, pour son nouveau lancer arrière, le Toad assistant maintiendrait l'adversaire attrapé derrière Peach, et ces dernières enverraient voler l'adversaire d'un coup du tranchant de la main, en référence à comment Peach Ninja attaque avec ses kunai. Et pour son nouveau lancer haut, elle se contente de prendre l'adversaire à deux mains, de le soulever au-dessus de sa tête et le jeter bien fort et haut. Ce qui n'est pas sans rappeler la principale méthode de combat de Peach Super Héroïne, ainsi que comment elle porte facilement des objets au-dessus d'elle dans Super Princess Peach. Maintenant pour des références plus directes à Princess Peach Showtime. D'abord voici une nouvelle attaque spéciale neutre, parade de l'épéiste. Comme son nom l'indique, c'est basé sur la capacité de Peach épéiste d'esquiver les coups puis de contre-attaquer. Comme dans son jeu d'origine, elle a deux exécutions, qui ici dépendent d'où se trouve Peach. En appuyant sur B, Peach se transforme en Peach épéiste, prend son épée en main mais la garde au fourreau. Et dès qu'elle se prend une attaque ennemie, le coup est annulé et elle contre-attaque.
Sur Terre, c'est un compte très similaire à celui des personnages de Fire Emblem. Mais en l'air, par contre, ça la fait avancer. Comme les contres de Peach épéiste quand le joueur appuie sur le bouton de saut, même si ici sa trajectoire serait moins bondissante. Maintenant voici sa nouvelle attaque spéciale côté Ruban étincelant, basée sur la principale attaque de Peach quand elle est en mouvement dans Showtime. Elle fait tourner le ruban étincelant de Stella juste devant elle comme Samus sans armure son fouet en plasma. Contrairement à l'attaque citée, celle de Peach n'inflige qu'un gros coup. Par contre, comme elle, le ruban peut servir de grimpin, en référence au lasso de Peach Cowgirl et au grappin de Peach voleuse. Enfin, parlons de la dernière transformation de Showtime que je n'ai pas encore abordée car je suis perdu sur comment je veux l'intégrer. Peach pâtissière. La princesse et la pâtisserie, ce sont deux choses qui vont de pair depuis au moins Super Mario 64. Le problème, c'est que je ne sais pas comment l'intégrer dans son moveset. Du coup, j'ai quelques options. Option numéro 1, on crée un nouvel objet que l'on intègre dans son attaque spéciale bas. Ainsi, parmi les navets, les bobombes et les Monsieur Saturne, Peach pourrait parfois déterrer un cadeau. Un objet à lancer sur la tronche des combattants pour leur faire des dégâts, rien de plus simple. Mais dès qu'il touche le sol, il s'ouvre, dévoile un gâteau que tous les combattants peuvent manger pour se soigner s'ils le souhaitent. Option numéro 2, elle aurait une nouvelle provoque où elle cuisine des biscuits. Ou alors option numéro 3, elle cuisinerait un gâteau pour une animation de victoire. Car après tout, pas mal d'aventures de Mario se finit avec un gâteau qu'elle a cuisiné. Et enfin, un nouveau Final Smash. Peach en fleurs ne marche pas et est contre-productif, ça tout le monde le sait. Mais heureusement, Princess Peach Showtime offre quelque chose de fort approprié pour elle. L'ultime transformation avec laquelle elle combat le boss final, Peach resplendissante puis Peach ultra resplendissante. Non seulement c'est approprié pour un Final Smash, mais en plus c'est également raccord avec la tendance que Peach a à être associée aux étoiles dans les Mario RPG. Étoiles considérées comme des divinités, je précise. D'abord, Peach se transforme et s'envole dans l'arrière-plan, puis elle tire un laser de plus petite taille et plus faible que la tempête aura, mais néanmoins beaucoup plus rapide. Le laser piège les adversaires qu'il touche et les traîne avec lui. Et elle finit le tout en fonçant dans le tas des adversaires qu'elle a piégés, telle une comète. Avant de passer à Bowser, j'aimerais d'abord parler de Daisy. Les combattants Echo sont des cas à part et j'ai décidé d'en parler dans leur propre vidéo. J'ai déjà pu partager quelques idées de changement pour elle il y a 2 ans, mais soit il y a des détails que j'avais oubliés, soit j'ai eu des nouvelles idées. Car outre les nouvelles attaques de Peach qui lui iraient tout aussi bien, son comeback en perso jouable dans Wonder m'a aussi inspiré. Donc profitons-en. Dans un premier temps, j'abandonne les idées de changement pour son attaque smash avant que je lui avais donné dans ma vidéo originale. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne l'idée totalement. En outre, quitte à laisser l'attaque telle quelle, on pourrait peut-être au moins lui donner une pose un peu plus différente de celle de Peach. Une posture plus offensive et fait tourner son arme avant de frapper, peu importe. Et autre chose reprise de Peach que cette fois j'aimerais retirer, le saut flottant. Vu que Daisy n'a jamais utilisé cette technique elle-même, on pourrait la lui enlever. Et en échange, je changerai ses stats pour compenser. Augmenter sa vitesse de marche, son élan initial et sa vitesse de course. La faire sauter plus haut, et en même temps augmenter sa vitesse de chute et sa gravité, pour lui donner des mouvements plus vifs et rentre dedans pour mieux coller à sa personnalité. J'ai également quelques nouvelles attaques spéciales côté. Déjà, comme Peach, je ferai de Daisy Bombardier sa nouvelle attaque rapide. Et pour compenser, voici une nouvelle attaque nommée Sprint Swing, inspirée par sa course spéciale dans Mario Golf Super Rush. Elle sort sa raquette et son club de golf, les fait tourner à grande vitesse avant de foncer droit devant elle. Une sorte de fusion de l'attaque spéciale côté originale de Pete et de son attaque spéciale côté actuelle. Elle inflige 3 coups maximum à ceux qu'elle touche avant de les envoyer voler et c'est tout. Et enfin, voici une nouvelle attaque spéciale eau, Fleur Hélico, basée sur l'objet de Super Mario Bros Wonder. Accrochée à l'une des fleurs, Daisy s'envole. L'attaque n'inflige qu'un seul gros coup et vole plus haut que le parasol de Peach. Par contre, elle lâche automatiquement l'attaque au point culminant et finit en chute libre. Mais elle peut la lâcher n'importe quand avec le bouton de saut. Et dans ce cas-là, elle n'est pas en chute libre. Et pour finir, sa voix. Depuis Super Mario Bros Wonder, Daisy a une nouvelle comédienne, Giselle Hernandez. Et pour le prochain jeu Smash hors remake, elle devrait, c'est vous qui voyez, avoir de nouvelles vocalises faites par elle. Et on en a fini avec Daisy. Sur ce, Bowser. L'ennemi juré de Mario, le plus lourd des combattants et aussi l'un des plus grands. Tellement costaud que les attaques les plus faibles ne le font pas flancher. Smash met surtout en avant sa férocité, la manière dont Sakurai le voyait jeune. Et il utilise au mieux son physique et ses capacités naturelles, mais inclut peu de références précises. En soi, ça lui va bien, mais c'est vrai que Smash est allé un peu loin avec cette idée. Pas grave, voyons comment le tyran rigolo qu'on connaît pourrait quand même se manifester. Niveau gameplay, nous avons quelque chose de prioritaire. Bowser a 2 attaques de type Stolen Falls, son attaque aérienne bas et son attaque spéciale bas. Le problème, c'est que rien ne les différencie à proprement parler. Du coup, j'ai 2 solutions à proposer.
Pour la première option, on garde les deux attaques en soi, mais on trouve un moyen de les différencier plus. Par exemple, pour la première, on augmente sa force de projection et les dégâts qu'elle inflige, tandis que l'autre pourra avoir un effet spécial pour compenser. Par exemple, on pourrait faire en sorte qu'à chaque fois qu'il atterrisse, il crée une onde de choc qui traverse le sol du stage, un peu comme dans la plupart de ses combats. Soit dans un certain périmètre à l'atterrissage, les adversaires ne seraient pas blessés, mais secoués, ce qui permettrait à Bowser de les cueillir plus facilement. En référence à une technique de Roy et Morton des Koopalings, ainsi qu'à Boom Boom ou d'autres ennemis lourds des jeux Mario. Ou alors, deuxième option, et on crée une nouvelle attaque spéciale bas. Mais avant de discuter de ce que ça pourrait donner, j'aimerais parler d'autre chose. En effet, pour Bowser, j'aimerais aborder le sujet des boules de feu. Bowser en crache depuis toujours, mais Smash ne les a jamais vraiment intégrées. Ce qui est dommage, sachant que c'est une technique très souvent utilisée par Bowser dans les jeux Mario. Et du coup, je réfléchissais à un moyen de potentiellement les intégrer. Et ma proposition, c'est de les inclure dans l'attaque spéciale neutre. Juste après avoir arrêté son souffle de feu, en réappuyant sur B, Bowser crachera une seule boule de feu non affectée par la gravité qui volera droit devant elle. Faite en l'air, elle se comporte exactement comme dans Super Mario Bros 3. Elle prendra une trajectoire diagonale et dès qu'elle retouche le sol du stage, elle retrouvera une trajectoire rectiligne. A noter que l'utiliser réduit encore plus la puissance du souffle de feu, donc il faut faire très attention. Maintenant, je reviens à ma deuxième idée d'attaque spéciale bas. Si j'ai d'abord tenu à parler des boules de feu avant, c'est parce que je tenais à ce que l'attaque spéciale bas soit unique. Et pas mal d'idées que j'avais jusqu'ici me paraissaient peu pertinentes, voire redondantes. Résultat, je n'ai trouvé qu'une seule idée qui fasse vraiment sens. Ainsi, voici ma proposition pour une nouvelle attaque spéciale bas, les mines piquantes. Qui dit Bowser dit souvent fléau couvert de pics. Le truc, c'est que la moitié de leurs utilisations ne m'inspiraient pas pour une attaque, tandis que l'autre était redondante. Au final, j'ai choisi d'utiliser ce qui y avait de plus proche, à savoir les mines de ses combats contre lui dans Super Mario 64. Elle s'intègre incroyablement facilement au gameplay de Smash. Avec cette nouvelle attaque spéciale, Bowser poserait une mine à côté de lui sur terre ou en dessous de lui en l'air, avec les épines résorbées pour montrer qu'elles sont inactives. Après quelques secondes, les pics sont hérissés et la mine est alors opérationnelle. Peu importe qui la touche, elle explosera au contact. L'explosion ayant un diamètre assez conséquent et infligeant des dégâts à tous ceux qui se trouvent à proximité. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus compliqué. Sinon, j'ai quelques changements de gameplay optionnels en vrac à proposer. Par exemple, à défaut de totalement se débarrasser de l'attaque spéciale bas, on pourrait la reconvertir en un nouveau lancer bas et remplacer son plaquage. Ou encore une nouvelle attaque rapide où il fonce à travers son adversaire à coups de poing, en référence aux élans de vitesse qu'il peut avoir en donnant des coups de poing dans Voyage au centre de Bowser. Passons au niveau esthétique maintenant, là où il pêche le plus. On peut regretter que Bowser soit si bestial dans Smash, mais ce n'est pas comme s'il avait toujours été consistant, utilisant dans Melee des cris qui rappellent ceux de Super Mario 64. Ce n'est qu'après qu'il a commencé à avoir des comédiens pour assurer ses vocalises. Et il a même fallu encore un peu de temps pour que ce soit Kenny James son doubleur officiel. Du coup, je comprends qu'ils y soient allés un petit peu plus au feeling, on va dire. Mais justement, ça s'est stabilisé maintenant. Et d'autant plus qu'avec son fils jouable, il détonne d'encore plus. Du coup, comme Donkey Kong, je propose que Kenny James, son comédien attitré, reprenne son rôle dans les prochains jeux inédits de la série. Changement qui, de toute évidence, affectera ses provoques. Comme pour la provoque haut, un nouveau rugissement fait par le comédien. Pour la provoque bas où il fait semblant de tomber, on pourrait faire en sorte qu'il ricane. Et en outre, je propose également une provoque côté inédite, où il prend la même pose que son animation de victoire des combats de boss géants de Voyage au centre de Bowser. Niveau skin, il a une bonne variété, mais ses couleurs de base, si elles sont fidèles au jeu Mario sur son artwork, elles sont plus ternes dans Ultimate. Sûrement un hommage à Melee, je suppose, mais il devrait revenir à ses couleurs de base. Pour conclure, quelques petites propositions pour de nouvelles animations de victoire. Par exemple, on pourrait faire revenir celle où il tournait sur lui-même dans sa carapace, elle était sympathique. On pourrait retravailler celle où il donne des coups de griffe à une nouvelle référence au Voyage au centre de Bowser, ou après avoir donné des coups de griffe dans le vide, il lève le poing triomphant, comme son animation où il monte de niveau. Et enfin une dernière animation où on le voit réussir à capturer Peach. Après, il faudrait trouver celle qui est le moins violente, si vous voyez ce que je veux dire. Passons maintenant au premier combattant rétro de Smash au pluriel. Popo et Nana, les Ice Climbers. Les alpinistes inséparables sont une réinterprétation de l'archétype du marionnettiste. Eux doivent rester proches, les attaques du suiveur étant un peu en décalage, elles sont alors plus efficaces quand elles frappent presque ensemble. Ajoutez à cela leur marteau et des attaques de glace et vous obtenez un duo des plus intéressants. Pour leurs attaques, je n'ai rien à intégrer, leurs movesets exploitent déjà à fond leur thématique et ce que leur jeu offrait. Par contre, j'ai pas mal de trucs à changer en termes de fonctionnement. Déjà, leur mécanique de base principale. Je les disais inséparables,
ils sont au contraire trop faciles à séparer. Même le joueur en est capable à cause de leur vitesse différente, sans compter que le suiveur ne réapparaît pas s'il meurt. Comme solution, je propose de les relier par une corde. Le suiveur ne sera jamais ainsi bien loin du meneur. Certaines attaques très fortes peuvent casser la cordée et les séparer, et pour la renouer, il faut les réunir. Dans le même temps, j'aimerais également changer le fonctionnement de son attaque spéciale haut. Actuellement, le meneur se fait lancer par le suiveur et sont séparés s'ils ne sont pas assez près d'un rebord. Apparemment, dans Ultimate, si le meneur est sur le stage, il peut sauver le suiveur qui tombe avec l'attaque spéciale haut. C'est bien, je suppose, mais en vrai, ça ne devrait pas les séparer tout court. Avec la nouvelle cordée, ils resteront noués tout du long. En plus, il faudrait que l'ordre des lancers finales soit inversé, ça devrait être le meneur qui lance le suiveur. Comme ça, c'est tout ou rien. Enfin, le Final Smash, déjà retravaillé avec Ultimate avec l'iceberg devenu mobile et qui gêne les mouvements, y compris ceux des Ice Climbers. Mais ils ont une porte de sortie, le Condor qu'ils doivent attraper à la fin de leur niveau survole l'iceberg et ils peuvent l'attraper pour éviter d'être embêtés par ses mouvements. C'est sympa comme option, mais ça ne devrait pas l'être. Le sauvetage par le Condor devrait être par défaut vu comment le Final Smash fonctionne. Pour finir, la présentation. Je parle souvent de meneur et de suiveur parce que le joueur peut contrôler soit Popo, soit Nana, et le deuxième devient le suiveur. Et c'est réparti entre 8 paires de couleurs différentes. Mais je trouve que certains tons se ressemblent un peu trop. Du coup, je propose de réduire cela à 4 paires différentes. J'y ai même intégré une petite idée originale de ma part, des manteaux faits à l'effigie d'un ennemi de Ice Climbers, le Topi. Une sorte de Yeti en Occident, un phoque tout mignon au Japon. Ils ont même des motifs représentant ces deux ennemis dans le dos. Sinon, comment ça fonctionne une idée pareille? Eh bien, si au cours d'un même combat, il y a au moins 2 Ice Climbers issus de la même paire, eh bien alors le suiveur sera de la couleur du meneur. Et les suiveurs seront surmontés d'un petit cœur équivalent à la couleur du joueur qui le contrôle. Comme ça, on peut les différencier plus facilement. Je leur propose également une nouvelle animation de victoire où ils attrapent avec succès le Condor de la fin de leur niveau. Les combattants suivants formaient aussi un duo à leur début, mais ils sont séparés depuis. La princesse d'Hyrule, une déesse réincarnée et la deuxième princesse la plus connue du jeu vidéo, Zelda, ainsi que son alter ego androgyne, membre du peuple Sheikah, Sheik. A l'origine, Sheik devait utiliser ses attaques peu fortes mais enchaînables pour faire monter les dégâts de l'adversaire et Zelda les achevait. Mais cette dynamique n'était pas très équilibrée, trop en faveur de Sheik. Maintenant, que valent-ils depuis qu'ils sont séparés? D'abord, Sheik, premier ninja de Smash. L'alter ego est le parfait exemple de l'archétype du Rushdown, un personnage rapide qui ne laisse pas une seconde de répit à l'adversaire. Son moveset épuré combine le combat à main nue et des outils et techniques inspirés du ninjutsu. C'est très direct, mais en même temps, ça lui donne une certaine élégance mystérieuse. Et comme il n'a que 2 apparitions majeures hors de Smash, il a moins vieilli en soi que le choix d'avoir Sheik jouable tout court. Mais j'ai quelques petits changements que je trouve seraient bienvenus. D'abord, la chaîne. Dans Melee et Brawl, Sheik manie une chaîne dans son attaque spéciale côté et l'a perdue depuis. Je propose de la réinclure. Ou dans la saisie, devenant une saisie grappin particulière. Elle marche comme les autres en l'air, mais comme une saisie disjointe sur terre. Sheik tient la chaîne et n'en lance qu'un bout pour tenter de restreindre quiconque serait en face de sa personne. Comme s'il la contrôlait par magie. Car encore plus allonger la portée de la saisie d'un personnage aussi rapide, je trouve que ça pourrait poser des problèmes. Et le dernier gros changement que j'ai pour Sheik, oui ça a été rapide, c'est la Nocturne de l'ombre. Un absent de l'imagerie de Zelda et Sheik dans Smash est la lyre dont il joue parfois. Elle mériterait d'être intégrée et je propose la provoque côté. Princesse et Ninja la sortiraient et en joueraient. Dans le cas de Sheik en particulier, il jouerait la Nocturne de l'ombre, le morceau qui permet d'ouvrir la porte du Temple de l'ombre dans Ocarina of Time. Zelda maintenant, méthodique et précise, elle utilise la magie pour donner plus de punch à ses coups, notamment via des sweet spots. Elle attaque également avec de la lumière et les pouvoirs confiés par les 3 déesses créatrices de Ocarina of Time. Malgré tout, son moveset a plus vieilli. Ironique mais logique, vu que Sheik n'a que 2 apparitions dans toute la série Zelda, tandis que depuis Ocarina of Time, on a eu 10 Zelda différentes, et certaines d'entre elles ont pu faire des choses très intéressantes. Mais donc, que changer alors? Aussi, je précise, je sais que d'ici quelques mois, on aura The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, le premier jeu où elle tient le premier rôle. Les corrections étaient inspirées d'avant, mais j'ai décidé de parler de ce que j'avais conçu à la base malgré tout. Pour une raison que je garde secrète, mais aussi parce que Echoes of Wisdom pourrait faire l'objet d'un moveset complet. Sinon, pour commencer avec des attaques à changer en priorité. D'abord, une nouvelle attaque Smash côté que j'ai surnommée Rapière Scintillante. Quelques Zelda ont utilisé l'arme en question. Mais pour la Zelda de Smash, je ne vais pas la faire utiliser telle qu'elle, mais une lame de taille modeste faite avec de la lumière. La lumière sortant de son majeur et son index accolés
Elle donne 2 coups en diagonale descendant à la suite avec cette lume. Une lame de lumière. Vous suivez? Le premier part de la gauche, le deuxième de la droite. L'attaque a un sweet spot juste devant ses doigts et les 2 coups sont automatiques. Une sorte de réinterprétation de l'attaque smash côté de Link. Mais le plus important pour ici, une nouvelle attaque spéciale bas. Si j'aime le fantôme tel qu'il est dans Ultimate, la Zelda de Tears of the Kingdom a démontré un pouvoir inédit qui pourrait par extrapolation être héréditaire. Et je dois abandonner le fantôme pour l'intégrer. Mais il vaut le coup, c'est rétrospective, le pouvoir qui fait rebrousser chemin aux objets qui ont bougé. Mais pas que. N'ayant pas trouvé d'application satisfaisante à la technique seule, je l'ai combiné à une arme de Zelda, l'arc de lumière. Ainsi je vous présente cette nouvelle attaque spéciale bas, Lumière du temps. Elle tire une flèche vers le ciel, puis 3 gerbes lumineuses retombent l'une après l'autre de plus en plus loin. En l'air, leur portée est réduite et elles disparaissent. Mais il y a une mécanique clé qui les sépare. Si elles touchent le sol, elles restent en petites sphères qui éclatent au contact adverse ou après quelques secondes. En refaisant l'attaque spéciale bas, Zelda utilise rétrospective et les sphères remontent vers le ciel. Mais pas tout de suite. Plus le joueur refait l'attaque tard, plus elles mettent du temps à décoller. Pour conclure avec Zelda, une nouvelle provoque côté qui est en miroir à celle de Sheik. Zelda joue aussi de la lyre, mais une chanson différente. La prélude de la lumière. Autre chanson de Ocarina of Time, celle-ci permet de se téléporter jusqu'au temple de la lumière. Parlons maintenant d'un combattant compliqué. L'alter ego médecin du plombier dans les jeux de puzzle du même nom, Dr Mario. En gameplay, il est plus lourd et lent, mais plus fort. Curieux. Soit c'est une image, parce qu'il vient d'un jeu de puzzle, il n'est pas aussi agile, soit parce que Luigi était déjà Mario mais plus rapide, Dr Mario a pris le rôle de Mario mais plus fort. Mais en dehors de ça, le dog peut paraître peu pertinent pour la plupart des gens. Cela dit, il y a un moyen de le sauver. À la table d'opération les amis. Déjà quelques changements pratiques, j'aimerais faire de son attaque spéciale bas son attaque spéciale côté. Et dans le même temps, soit on fait de son attaque spéciale côté sa nouvelle attaque spéciale bas, soit on en crée une nouvelle. Mais avant de parler de mon idée pour ce cas de figure, j'aimerais parler d'une autre mécanique que je pense lui irait bien. Parlons de son attaque spéciale neutre, les méga vitamines. Je voudrais leur ajouter une nouvelle fonction. Les Dr Mario sont des jeux de puzzle à la Tetris. L'idée est d'aligner les côtés colorés des méga vitamines avec des virus de la même couleur pour les faire disparaître. Et j'ai envie d'essayer d'adapter ça dans Smash, sans que ce soit capital. L'idée ici est que dès qu'un adversaire est touché par une de ces méga vitamines, un compteur les affichant apparaît au-dessus de lui. Et il faut suivre le fil avec leur couleur. Si Dr Mario arrive à toucher 2 fois d'affilée un adversaire avec 2 méga vitamines qui ont au moins une couleur en commun, alors ils se prendront un bonus de dégâts. Bonus de dégâts qui serait à calculer. Il ne devrait pas être énorme, mais pas négligeable non plus. Aussi, autre ajout. Comme dans ces jeux d'origine, à côté du portrait de Dr Mario en bas de l'écran est affiché les couleurs de la méga vitamine qu'il lancera, pour aider le joueur à s'organiser. Ça pourrait paraître compliqué, mais en vrai la nouvelle attaque spéciale bas que j'ai conçue l'aiderait en ce but. Voici une idée originale de ma part, j'ai nommé la bombe à virus. Les jeux Dr Mario ont des modes multijoueurs, et comme mécanique, les joueurs peuvent envoyer des bombes à leurs adversaires qui leur donnent plus de rangées de virus à éliminer. Ici, je propose de l'adapter d'une manière imagée. Le doc sort une bombe de sa poche, avec son minuteur affiché et une couleur parmi rouge, bleu ou jaune. De base, ces bombes se comportent comme d'autres bombes issues d'attaques spéciales bas, on les lance avec le bouton A. Et au bout de leur minuteur, elles explosent. Cela dit, ces explosions sont uniques. Ces bombes rendent les adversaires qu'elles touchent malades. Ils se prennent alors continuellement des dégâts sur une courte période, ainsi qu'un effet de statut spécial. Les bombes rouges donnent l'effet de statut Curie, faisant que les adversaires ne s'arrêtent pas de cracher du feu. Les bombes bleues, le rhume, gèlent les adversaires sur le coup, mais ces derniers continuent de subir un refroidissement. Et la bombe jaune, la nausée, ralentit leur mouvement. Pendant tout le délai où ils sont malades, la bombe se rajoute au compteur de méga-vitamines, car ça signifie que quelque chose de spécial peut arriver. Si l'adversaire se prend une nouvelle méga-vitamine, peu importe les couleurs, elle ne disparaît pas tout de suite. S'il s'en prend une deuxième, les 2 méga-vitamines disparaissent tandis que l'effet persiste, jusqu'à nouvel ordre. Car si au bout d'une bombe et de 2 méga-vitamines, s'il y a au moins une couleur en commun entre 2 des 3 éléments, et bien alors l'adversaire se prendra le bonus de dégâts comme si Dr Mario les avait frappés avec 2 méga-vitamines. Et si Dr Mario parvient à ce que les 3 éléments aient au moins une couleur en commun, alors ils se prennent un bonus de dégâts encore plus grand, facilitant ainsi cette mécanique que j'ai inventée. Enfin pour le gameplay, le Final Smash. Autant j'ai défendu le Final Mario, autant celui-là, non. Déjà qu'en état il n'est pas très efficace, alors juste le reprendre et remplacer les boules de feu par des méga-vitamines, c'est plus que pas ouf, c'est décevant.
Du coup, je pense qu'il serait préférable de complètement repenser son fonctionnement. Personnellement, je propose d'en faire un final Smash à la Psy-Météore, avec des méga vitamines géantes qui tombent du ciel que le joueur peut déplacer avec le joystick. Pour finir avec Dr Mario, les provoques. Honnêtement, il n'y a que la provoque côté qui est bonne. Les deux autres sont absolument nuls. Du coup, voici mes idées de changement pour les provoques. Déjà, faire de la provoque côté une provoque haut. Ensuite, les nouvelles provoquent bas. Un virus apparaît et provoque le public, tandis que le doc tente de le piétiner avant qu'il ne disparaisse. Et enfin, pour sa nouvelle provoque côté, il sort un petit marteau pour tester les réflexes et il frappe devant lui. Et juste parce que c'est drôle, le coup de marteau peut briser les boucliers automatiquement. Maintenant, Pichu. Dans Melee, la pré-évolution de Pikachu était un combattant gag volontairement faible avec des attaques qui le blessent lui aussi. Dans Ultimate, il est devenu ce qu'on appelle un Glass Cannon, plus rapide et fort, mais toujours aussi fragile. Il s'en sort bien au final, mais il y a une raison pour qu'Ultimate soit le seul jeu où Pichu est réapparu. Il est l'un des deux combattants qui a le moins de staying power. Le pauvre. Mais s'il fallait le faire revenir, en vrai, Ultimate a déjà apporté tous les changements nécessaires, au point que je n'en ai qu'un à proposer. Remplacer coup de crâne par étincelle et ou électagle, parce que comme chez Pikachu, ça fait longtemps qu'il n'y a plus accès. C'était court, et habituez-vous-y, ça va aller vite maintenant, parce que la deuxième moitié des vétérans de Melee, soit ils ont passé l'épreuve du temps, soit ils ont eu les changements adéquats, soit ils ont très mal vieilli. Et pour donner le ton, passons à l'as de l'équipe Star Fox, Falco. Il est dans le même bateau que son chef. Transposer directement le gameplay de leur jeu à l'époque aurait été compliqué, alors ils l'ont adapté en s'inspirant du mode multijoueur de Star Fox 64. Falco est à pied, il se bat à aile nue et utilise en plus des gadgets et des armes en référence à ce dont sont capables leurs véhicules. Et si ses provoques et animations de victoire collaient à sa personnalité dès le début, son gameplay a mis plus de temps à se stabiliser. D'abord une copie conforme de Fox, ses stats ont évolué de façon à ce qu'il soit plus en l'aise à l'air qu'à terre, parcourant des distances verticales aussi rapidement que le renard court. De plus, ses attaques spéciales ont toutes reçu des modifications qui leur permettent de se différencier de celles de Fox. Et en vrai, il n'a désormais plus besoin de changements importants à donner. Quand je vous disais que ça allait être rapide, au moins les combattants suivants, j'ai des choses à proposer. Parlons des ambassadeurs de Fire Emblem au reste du monde qui sont devenus jouables dans Melee. Marth, le roi héros, protagoniste du premier et troisième jeu, et Roy, le jeune lion, protagoniste de Fire Emblem 6, le seul personnage de Smash à avoir été jouable avant que son jeu ne soit sorti. Parlons d'abord de Marth. Porteur de l'épée légendaire Falchion, c'est un escrimeur pur et dur. Néanmoins, le sweet spot à sa pointe l'oblige à faire attention à son positionnement, rendant son style de jeu plus dynamique. En passant outre le ras-le-bol que les gens ont eu avec le moveset des clones de Marth, en vrai, il a bien vieilli. Parce qu'il était déjà un tantinet limité dans ses jeux, son moveset exploite au maximum tout ce dont il était capable. Par contre, j'ai quelques changements esthétiques à proposer en son cas. Déjà, le Fire Emblem, le MacGuffin qui donne son nom à sa licence, il change de jeu en jeu. Dans ceux de Marth, il s'agit d'un bouclier, aussi appelé l'écu du saut. N'étant qu'un objet de boost, je ne vois pas l'intérêt de l'intégrer dans une attaque telle quelle. Par contre, je veux tout de même l'intégrer. Et pour ce faire, je propose de faire comme Steve. Il déploierait le Fire Emblem s'il réussit son bouclier parfait. On pourrait même l'intégrer dans son animation quand il déploie son bouclier tout court. Maintenant, en termes d'esthétique. Niveau provoque et animation de victoire, il n'y a plus grand chose à faire vu qu'elles ont enfin été traduites. Par contre, niveau skin, il y a un sujet qu'il est important d'évoquer. Pas besoin d'intégrer tous les skins que Fire Emblem Heroes a créés pour Marth, ce qui vaut pour tous les combattants de Fire Emblem d'ailleurs, mais il y en a un qui est incontournable, c'est Roi Héros. Un costume qui je pense serait judicieux à intégrer pour faire référence au concept des promotions de Fire Emblem, qui rendent les unités plus fortes. Et je fais référence à Fire Emblem Heroes car c'est l'adaptation la plus moderne en date. Soit on pourrait en faire un costume unique, soit on pourrait faire 50-50 avec le look que Marth a dans Smash depuis le début. 4 skins avec Marth normal et 4 avec le skin Roi Héros. C'est aussi simple que cela. Avant de passer à Roy, vu que j'ai parlé de Daisy dans le passage avec Peach, qu'est-ce que j'ai à dire pour Lucina maintenant ? Eh ben, plus rien d'inédit pour le coup. Pour les changements spécifiques à elle, je vous invite à aller consulter la vidéo sur les combattants Echo que j'ai fait il y a un petit peu moins de 2 ans. Sur ce, le jeune lion. Lui aussi ne se bat qu'avec son épée, la lame du saut. Mais il y a aussi 2 facteurs qui lui donnent plus de relief. De 1, elle peut conjurer du feu, et de 2, elle a aussi un sweet spot, mais elle a sa garde, rendant Roy plus un rushdown. Et c'est là que je sors une opinion impopulaire, dans le sens qu'on n'en parle pas assez, ou alors volontairement ignorée parce que la fanbase de Smash est inutilement méchant avec Fire Emblem, mais aussi fonctionnel le moveset de Roy soit-il, il est le combattant Fire Emblem le moins bien adapté de Smash. Et le pire, c'est que c'était inévitable. Il est le seul combattant à avoir été adapté avant que son jeu ne soit sorti. Sakurai et son équipe ont beaucoup plus improvisé,
Et c'est la source du problème. Roy est plus agressif et tête brûlée que dans son jeu d'origine, où il est plus craintif et a moins confiance en lui. Il est même moins rapide. Depuis, les équipes de Smash ont continué dans cette voie, même s'ils ont essayé de limiter les dégâts, tandis que les jeux Fire Emblem ont travaillé pour associer ces deux caractérisations. Et pour le coup, c'est Smash qui s'en sort moins bien en comparaison. D'accord, cette facette est minimisée, mais comme le cœur de son moveset demeure, ce n'est pas Roy. Il faut également que j'aborde son combattant écho Chrome, sujet dont je ne peux pas parler parce que je réserve son cas à la deuxième vidéo des combattants écho. Désolé de décevoir ceux qui voulaient me voir parler de Roy, mais il va falloir attendre. Merci de votre patience et de votre compréhension. Et en parlant de combattants très difficiles à parler, parlons des deux cas les plus délicats de Smash, Link enfant et Ganondorf. Parlons d'abord du combattant garanti de sauter avec Pichu. Ocarina of Time et Majora's Mask étant les Zelda contemporains à mêler, et ces derniers ayant un jeune Link jouable, faire un clone plus petit et rapide du Link de Smash était donc une idée à explorer. Mais vous savez, la représentation des Link dans Smash est extrêmement faussée, et Link enfant en particulier n'est plus pertinent. Pourquoi vous croyez que Ultimate est le seul jeu où il est revenu? Les jeux Zelda avec un Link pré-ado sont désormais cantonnés au style cartoon, et Smash s'en est rendu compte, vu que par la suite ils ont eux-mêmes créé un Link cartoon. Vraiment, ça tiendrait du miracle que Link enfant reviendrait une nouvelle fois. Quant au seigneur du malin, avatar du démon Ganon, ennemi juré de Hylia, il a l'un des movesets les plus critiqués de tout Smash. Pourquoi? Car c'est un des calques de Captain Falcon. Ok, ils ont des physiques similaires, mais lui a tout ce qu'il faut pour être unique. Que s'est-il passé? Eh bien, les développeurs ont manqué de temps. Melee est sorti à peine 2 ans après le premier jeu Smash et Ganondorf a été confirmé comme étant le dernier combattant conçu. Ils ne pouvaient pas faire mieux. À vrai dire, leurs deux sujets à eux sont très complexes. Entre le premier qui est totalement désuet et dépassé, et l'autre qui se voit à la fois offrir peu de changements sur une courte période de temps, mais également avec des reworks faits par les fans qui vont dans absolument tous les sens, j'aimerais leur consacrer à chacun une vidéo, histoire de vraiment être clair dans mes propos. Cela dit, histoire de pas trop bâcler une autre section de cette vidéo une deuxième fois, j'aimerais m'attarder sur Ganondorf. Oui, je vais lui proposer un moveset qui sera complètement différent, un rework total. Mais, supposons qu'on doit conserver son moveset daté, il y a un truc que je changerais chez lui, et ce serait donner un effet déflecteur à son attaque spéciale bas. Autrement dit, à chaque fois qu'il utiliserait le coup de pied sorcier, eh bien il aurait une chance de pas renvoyer les projectiles à l'adversaire, mais de les dévier, comme les attaques spéciales cotées des anges de Kid Icarus, histoire de lui donner une protection contre les projectiles. Le rework total par contre ce sera pour une prochaine fois. Sur ce, Mewtwo, le Pokémon génétique, clone de l'ancêtre de tous les Pokémon, est l'un des plus puissants, mais aussi souvent représenté avec un doute existentiel récurrent car conscient de sa nature, cherchant une place dans le monde. Et Smash reflète ça assez bien, un attaquant spécial particulièrement fort à l'origine, en tant que combattant au contraire, il se retient et joue avec ses adversaires plus qu'autre chose, les soumettant psychiquement. En vrai, je trouve qu'il n'y a quasi rien à changer chez Mewtwo niveau gameplay. Il a déjà tout, y compris son final Smash qui combine 2 des ajouts les plus récents à son arsenal, avec Frappe Psy et une de ses méga évolutions. Et en vrai, ces autres attaques psychiques un peu ténébreuses et ses coups de queue font sens aussi. Que demander de plus? Introduire une attaque plus moderne? Perso, je trouve ça superflu. Par contre, il y a un élément esthétique évident qu'il devrait recevoir. Mewtwo est un des rares Pokémon que l'on voit parler le langage des humains. Par télépathie, mais ça compte. Pareil dans Smash, mais vous seriez pardonné si vous ne l'aviez jamais remarqué, car ces dialogues n'existent qu'en japonais et n'ont jamais été traduits. Je ne comprends pas ce choix, surtout que Lucario, qui n'a eu des dialogues que dans un seul film, a gardé ceux de Smash. Mewtwo qui lui continue de parler lors de ses quelques réapparitions, ça me semble évident de les lui donner en fin de compte. Et enfin, achevons cette vidéo pour de bon avec le dernier combattant dont je voudrais parler, Mr. Game & Watch, l'autre combattant rétro de Melee. Et l'un des plus étranges et conceptuels qui plus est. Chacune des attaques de cet étrange être 2D sont des références aux nombreux jeux de la gamme Game & Watch qui prédatent la NES, donnant un combattant rapide, assez imprévisible et un hommage fort amusant. Toujours aussi charmant aujourd'hui, j'ai tout de même 2 changements à lui proposer niveau gameplay. Déjà son attaque aérienne avant. Il en a reçu une nouvelle ultimate, une où il tend une bombe devant lui, puis la laisse tomber. Elle explose d'elle-même au bout de quelques secondes, au contact d'un adversaire ou d'une surface. Le problème c'est qu'elle n'est active qu'à partir de la chute, la rendant bancale à utiliser. Du coup pour l'améliorer j'ai 2 solutions. Soit on rend sa hitbox déjà active dans les mains de Game & Watch, ce qui lui permettrait d'attaquer à bout portant ses adversaires avec la bombe. Mais en contrepartie, il se prendra des dégâts lui aussi s'il ne l'avait pas juste laissé tomber. Ou alors on change sa trajectoire.
Au lieu de juste la laisser tomber, Game & Watch la lancerait loin devant lui dans une trajectoire un peu courbée. Oh, et elle exploserait au bout d'une certaine distance. Tout ça étant une autre référence directe au jeu sur lequel cette attaque est basée. Et l'autre changement de gameplay principal concerne son Final Smash. Game & Watch se transforme en une pieuvre géante, fonce droit devant lui et tente d'attraper ses adversaires avec ses bras, et pas ses tentacules, sachez-le, et les entraîner avec lui hors du stage. L'idée est bien, mais en vrai dans Ultimate, il s'est un peu pris les bras dans le tapis. Certes, les Final Smash sont désormais très limités en termes de contrôle accordé aux joueurs, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouvais que quelque chose clochait. Et après réflexion, je me suis rendu compte du problème. La présentation. Il se contente de foncer droit devant lui et il est lent, il n'y a pas de panache ou de menace. Du coup, je propose de changer un tantinet son fonctionnement, le rendant assez proche de l'objet du scarabée si vous voyez ce que je veux dire. Après s'être transformé, au lieu d'avancer lentement, il fonce d'un coup, et puis remonte vers le ciel, infligeant des dégâts à ceux qu'il touche au passage. Et s'il touche quelqu'un avec sa charge initiale ou avec ses bras dans l'ascension, alors il y a une chance pour que Game & Watch arrive à entraîner ses adversaires pris au piège en dehors du sommet de l'écran, les mettant KO. Mais après, comme dans Ultimate, grâce aux boutons et au joystick, il y a une chance pour que les adversaires puissent s'échapper des bras. On a le meilleur des deux mondes. Non seulement le Final Smash change peu, mais on change grandement son look et on arrive même à être fidèle au jeu Game & Watch qui sert de base au Final Smash, vu que la pieuvre était une menace qui surplombait les plongeurs. Et voilà. Après des mois de préparation et de retard, je peux enfin dire que le 5e épisode de la rubrique chipotage est conclu. J'espère que vous avez aimé tous les changements que j'ai proposés pour les personnages, du moins ceux à qui j'ai proposé des choses. Mais surtout, j'ai hâte d'enfin aborder les combattants de Brawl, mon jeu Smash de cœur. Mais ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section de commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!